bienvenue sur Europe 1. Qui n'a jamais vécu un chagrin d'amour? Ce moment où tout bascule, où l'horizon s'obscurcit, où l'on n'imagine pas survivre sans son âme sœur, a inspiré nombre de poètes et d'écrivains. Alors comment traverser la tourmente, faire face à la douleur, la surmonter pour faire de nouveau le pari de l'amour? On en parle avec mon invité, Christophe Fauré, psychiatre et psychothérapeute. Bonsoir Christophe. Bonsoir Caroline. Et auteur de nombreux livres, dont notamment Ensemble mais seul, apprivoiser le sentiment de solitude dans le couple, paru chez Albin Michel, et également Dis-moi si tu m'aimes encore, un livre où on parle d'infidélité. Est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu m'aimes encore? Ben voilà, je sais pas, je savais. Merci Voilà, de rectifier. Et tout le monde dit oui, rassure. C'est mieux quand on dit oui. Est-ce que tu m'aimes encore, paru chez Albin Michel. Et bien sûr, vos témoignages au 39 21. Si votre histoire d'amour vient de s'achever et que vous vous sentez responsable de cet échec, si votre conjoint vous a annoncé qu'il partait pour quelqu'un d'autre, vous êtes très en colère au point d'avoir envie de vous venger, ou au contraire, vous vivez dans l'attente qu'il ou elle vous revienne, vous avez l'intention de vous séparer, mais vous ne savez pas comment l'annoncer à vos enfants, vous souffrez de n'avoir eu aucune explication à votre rupture, vous avez été quitté par mail ou SMS, vous pouvez appeler jusqu'à 1h, nous sommes en direct au 39 21, où vous attendent Jeanne et Paul, et c'est Vivian Lecuivre qui réalise cette émission. Europe 1, Caroline Dublanche. Alors Christophe Fauré, le chagrin d'amour, vous qui êtes psychiatre et psychothérapeute, est-ce que c'est un motif fréquent de consultation ? Chagrin d'amour, en tout cas, mon approche est un petit peu biaisée parce que je travaille essentiellement autour de tout ce qui est des ruptures de vie et beaucoup autour du deuil. Donc, la porte d'entrée des personnes qui viennent me consulter. Nos auditeurs vous connaissent bien. Voilà, sont plus par rapport au deuil. Mais en l'occurrence, suite à ces différents livres dont vous venez de parler, il y a plus de personnes qui viennent avec une vraie question sur le sens de la rupture, le sens de la souffrance qui résulte d'une rupture, soit par infidélité, soit parce que l'amour s'est éteint progressivement. Et beaucoup de personnes, comme vous avez mentionné tout à l'heure dans les questions, sont avec une interrogation sur qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire surtout de moi? En quoi éventuellement je suis responsable de cette rupture? Et comment éventuellement ne pas reproduire des mêmes erreurs, parfois des erreurs dont je n'ai même pas conscience, pour pouvoir espérer à nouveau me réinvestir dans une autre relation d'amour. Donc, motif fréquent de consultation, oui et non. Mais c'est le grand flot en fait des problématiques humaines. Donc forcément, on les retrouve tôt ou tard. Qu'est-ce qu'elle a justement? Elle a quelque chose de caractéristique, c'est-à-dire que pourquoi finalement le fait d'être quitté entraîne une remise en question personnelle si éprouvante? Là, je crois que vraiment la rupture renvoie à la valeur qu'on se donne à soi-même. Être quitté, ça suppose qu'on intègre l'idée qu'on est, entre guillemets, le mot est pas français, mais quittable. Et parfois, ça renvoie à des... Alors, il y a déjà la blessure du présent. Être quitté veut dire que ça remet en question énormément de choses du présent, toute une configuration avec des enfants, une vie de famille, une vie sociale, une vie professionnelle, enfin des beaux-parents, enfin vraiment tout un ensemble, un package comme disent les Américains, qui est vraiment remis en question. Là, en soi, il y a une souffrance qui est présente et une inquiétude, une peur sur quel va être l'avenir à partir de ce moment où tout ceci va disparaître ou se modifier. Mais il y a sous-jacent aussi une plus grande remise en question de soi par rapport à son histoire. Vous voulez dire que ça ravive des peurs, des angoisses plus archaïques? Des peurs ou des expériences plus archaïques, très souvent derrière une souffrance qui paraît un peu démesurée dans le présent, en lien avec une rupture, peut en fait renvoyer à une blessure plus ancienne d'un abandon peut-être symbolique, soit réel, soit émotionnel d'un parent du passé. Et cette blessure-là est restée plus ou moins ouverte, mal cicatrisée, une blessure d'enfant qui se
réactive chez l'adulte sans même parfois qu'il ait conscience en fait que c'est l'enfant du passé qui s'exprime à travers sa souffrance du présent. C'est pour ça que finalement les réactions observées sont très différentes d'une personne à l'autre. J'imagine que celles qui viennent vous voir après une rupture, c'est parce qu'elles sont dévastées, mais au sens premier du terme. Oui, exactement. Et soit ça renvoie donc, comme je disais tout à l'heure, au présent, soit au passé. Et c'est toujours important d'explorer qu'est-ce qui est mis en résonance de moi dans cette rupture du présent. Ça peut être aussi, par exemple, une confirmation de tas de pensées négatives qu'on a par rapport à soi-même. Je ne suis pas aimable, je ne suis pas digne d'être aimé, oui. Je ne suis pas une bonne personne, je n'ai pas de valeur, je ne suis pas à la hauteur, je ne sais pas aimer, qui ne renvoient pas forcément à des expériences douloureuses du passé, mais qui sont tout un conditionnement que la personne se traîne dans sa vie et qu'elle resserre à toutes les situations professionnelles, relationnelles, affectives, émotionnelles, sexuelles, etc. Et se retrouve donc, et on met en évidence des schémas en fait de pensée qui sont réactivés notamment par la rupture, mais qui pourraient être réémergés dans plein d'autres situations. Est-ce que ça peut expliquer que après une rupture, on peut véritablement être dans une sensation de manque physique de l'autre, mais presque comme si on était drogué. Enfin, il y a presque comme un sevrage brutal. Je vais employer le terme. Oui, clairement. Là, vraiment, clairement, il y a une. Vous savez, le fait de vivre avec quelqu'un, de partager avec quelqu'un, on développe. L'être humain est un être d'habitude. Oui, on développe des habitudes et on développe à partir de ces habitudes je dirais même presque une identité. On se définit. Ça fait. On est très peu sûr de qui on est dans le monde. Hein. Oui. On a beaucoup de doutes et en fait, on passe la plupart du temps de notre vie à essayer de nous confirmer dans notre propre existence. Or, la relation est un puissant moyen de nous dire qu'on existe. Qu'on a une place dans le monde, qu'on a un rôle, qu'on existe au moins dans les yeux de quelqu'un. Et quand cette personne s'en va, c'est vraiment toute cette construction, ce pilier qui nous disait j'existe au monde, qui est remis en question. Donc c'est vraiment presque de l'identité qui est remis en question. Et c'est pour ça que ça fait si mal. C'est pas simplement le fait d'être quitté, de devoir passer à autre chose. C'est que on est remis en question parfois sur son identité et je dirais même sur sa sécurité fondamentale. Mais c'est important que vous insistiez sur le fait que c'est une remise en question très profonde parce que on a tendance à banaliser la rupture de nos jours au motif que de nos jours tout le monde se sépare et on oublie que pour certaines personnes c'est un naufrage. Enfin privé du regard amoureux de l'autre, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à totalement se déprécier, à sombrer complètement. Oui, effectivement. On n'a plus d'identité presque, on se perd. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Une impression d'être complètement annihilé, de plus exister. Et c'est vrai que le discours des amis, des proches, peut dire comment dire, une de perdue, 10 de retrouvée, ça c'est vrai. Exactement. On n'ose pas trop le dire quand même à un ami. Mais on entend ces choses-là. On dit, mais c'est pas grave, de toute façon c'était pas quelqu'un de bien pour toi. Tu vas trouver quelqu'un d'autre, inscris-toi sur Mythique ou un autre site de rencontre, et tu verras, ça va aller bien. Et il y a presque un déni de la réelle souffrance de la personne quittée. Et je dirais même, c'est d'autant plus vrai que s'il s'agit d'un amour jeune, d'un amour adolescent. On lui dit mais c'est pas grave, ça arrive à plein de gens. Vous avez raison parce que le premier chagrin d'amour, on peut vraiment avoir le sentiment qu'on ne va pas y survivre puisque c'est la première fois. C'est la première fois qu'on fait l'expérience et les parents par exemple ont beau dire mais tu sais ça arrive à tout le monde. Non, pour soi c'est la première fois, c'est la seule référence et au lieu de banaliser, je crois vraiment qu'il faut sans dramatiser à outrance, mais vraiment se poser en disant oui, c'est quelque chose qui fait extrêmement mal et parle-moi de ça. Alors que je vois parfois des parents qui banalisent trop rapidement la rupture, la détresse, alors qu'il y a des enjeux très très intimes qui sont surtout à cet âge-là où on doute particulièrement de soi, où on construit son identité. Exactement. On n'a pas d'identité, on a enfin trouvé un regard autre que celui de ses parents qui dit tu existes. Alors après, comme on est dans l'adolescence ou un peu la post-adolescence et qu'on s'est affranchi de ce regard des parents qui disent tu existes et qu'on a cherché dans ses pères
ou auprès d'une personne aimée, ce regard qui dit « t'as une place, tu comptes, tu es important », eh ben, perdre cette personne-là, perdre ce support qui nous dit qu'on a de la valeur, ça peut être vraiment dévastant, comme vous avez dit tout à l'heure. Mais justement, est-ce que donc le fait, vous nous dites que de reconnaître le chagrin de la personne qui est quittée, vous en parliez pour l'adolescent, mais c'est valable, j'imagine, pour quelqu'un d'adulte. Bien sûr, oui. Est-ce que c'est ce qui peut, dans un premier temps, l'aider ? Exactement. C'est vraiment la première étape. C'est le mot est un peu froid, mais c'est vraiment cela. C'est valider l'émotion qui est exprimée. C'est-à-dire, dis-moi combien ça te fait du mal. Alors bien sûr, il ne faut pas rester là-dedans. Oui. Sinon, on tombe dans un pathos qui est complètement stérile. Oui. Voilà, oui. Et on ne recherche pas ça. Mais néanmoins, il y a une charge émotionnelle, une intensité émotionnelle qui a besoin d'être entendue. Et on a besoin de témoins. Vous savez, quand on est quitté, on souffre soi, mais on a besoin aussi de témoins qui nous voient dans cette souffrance-là, et et on a besoin d'eux pour exister aussi dans cette souffrance-là. Oui, mais alors ces témoins, c'est compliqué parce que parfois ils connaissent l'ex et donc il y a des conflits de loyauté. Voilà, c'est-à-dire on reste fréquenter le même cercle d'amis. Parfois, ça peut être compliqué. Oui, ça c'est clair, c'est compliqué. Alors peut-être dans ces cas-là, trouver quelqu'un qui est plus de son côté, sans vouloir, en essayant que cette personne qu'on va choisir ne casse pas du sucre sur l'autre personne. Donc, ça n'aide pas de dire il était trop nul, pas assez bien pour toi. Pas du tout, parce qu'au bout du compte, on est en train de dire mais tu as été vraiment nul de t'attacher à quelqu'un qui était nul. Donc ça dit que ça dit aussi que toi aussi tu es très très nul. Oui, c'est contre-productif. Donc, ça ne marche pas. Mais c'est vrai. Non seulement t'es quitté, mais t'es vraiment un gros nul d'avoir aimé. De t'attacher avec quelqu'un comme ça. Vraiment. Mais qu'est-ce que tu as fait? C'est vraiment un premier temps, j'insiste bien, c'est un premier temps de reconnaître l'émotion. Après, c'est de dire, mais qu'est-ce que ça touche en toi? Et ça, c'est important. Qu'est-ce que ça touche en toi? Pourquoi ça fait si mal? La première réponse que la personne va dire, je ne sais pas. Ok. Est-ce que tu peux savoir? Est-ce que tu peux aller un petit peu au-delà de ce je ne sais pas? Ça touche quoi de toi? Et là, c'est très très vaste. Ça peut toucher, ça me confirme que je suis vraiment quelqu'un de nul, ou alors ça me rappelle quand mon père ou quand ma mère m'a abandonné ou m'a pas accordé le regard ou l'attention dont j'avais besoin, etc., etc. 1000 causes pour essayer de pointer quelle est la faille. Quel est le point sensible qui a été touché par cette rupture? Parfois, c'est peut-être aussi simplement quelque chose d'amour-propre, un amour-propre qui a été blessé. Je pensais que j'étais quelqu'un vraiment de formidable, et cette personne me renvoie, en me quittant, une image de moi que je n'aime pas. Mais on s'en remet mieux si c'est une blessure d'amour-propre. Si c'est une blessure narcissique, on s'en remet un petit peu mieux. Là où les ruptures, les séparations, les ruptures sont douloureuses, à mon sens, c'est quand elles mettent en résonance notre histoire personnelle, notre histoire intime, et souvent notre histoire d'enfant. Combien de ruptures d'adultes sont en fait véhiculent en fait des souffrances d'enfants? C'est hallucinant de se rendre compte combien ça c'est le cas. Mais c'est peut-être l'occasion aussi de revisiter notre passé, notre histoire d'enfant, et puis de réparer ce qui nous fait souffrir à la faveur d'une rupture. Bien sûr, Caroline, mais encore faut-il pouvoir le faire, avoir les oreilles qui permettent d'entendre ça et qui nous aident à cheminer. Parce que si on est vraiment tout seul dans sa peine, comme par exemple les hommes, ils parlent pas. Oui, j'allais vous demander, parce qu'on reste dans un on indifférencié quand on est quitté, mais j'allais vous demander si vous receviez autant d'hommes que de femmes, et est-ce qu'ils réagissent de la même façon à la rupture? Donc vous me dites là déjà non, puisque les hommes verbalisent moins. Voilà, et c'est clair que les femmes, c'est pas un stéréotype, c'est vraiment quelque chose qui est constaté, ont une plus grande capacité d'abord à contacter leurs émotions et à pouvoir les exprimer, les nommer. Et déjà, le simple fait de pouvoir nommer l'émotion permet de prendre un petit peu plus de distance par rapport à elle, et aussi la femme, c'est un peu caricatural, mais je veux dire, a moins d'amour propre ou d'orgueil mal placé à se reconnaître
vulnérable par rapport à autrui. Elle peut dire oui, j'ai mal, je me sens blessé, je me sens vulnérable. Un homme, il aura beaucoup plus de difficultés à se montrer fragile ou vulnérable. Ça change, hein. Ces choses-là sont en train de changer depuis la nouvelle génération. Alors comment il l'exprime sinon, puisque justement les femmes peuvent se confier beaucoup à leurs amis, notamment. Les hommes, c'est vrai que c'est rare qu'ils parlent entre eux de leur chagrin d'amour. Comment ils sont dans le déni de cette douleur la plupart du temps? Ils agissent? Qu'est-ce qu'ils font? L'homme, face à la souffrance, il a tendance à passer à l'action. Il va essayer de autant pour la femme, et c'est vrai là pour plein de situations, notamment dans le deuil, hein, vraiment, je rencontre très souvent, le fait de nommer les choses, de nommer l'émotion, est pour la femme souvent la solution qu'elle recherche. Alors que pour l'homme, le fait d'énoncer une émotion doit être pour lui un chemin vers une action. Donc l'émotion, l'énoncé de l'émotion, pour lui, ça suffit pas. Parce que des patients peuvent dire... Oui, on fait le constat, mais bon... Voilà, une fois que je vous ai dit ça, maintenant et après, qu'est-ce que je fais ? Mais là, ils vous mettent dans une situation d'impuissance parce que vous n'êtes pas là pour agir à leur place. Vous êtes là pour justement les aider à penser. Donc, Et c'est exactement ce que je leur renvoie. Mais c'est vrai que c'est un fonctionnement masculin de passer à l'action. Et parfois, comme ils ne peuvent pas passer à l'action parce que ils ont été quittés, il y a quelque chose de beaucoup plus frustrant pour l'homme, de beaucoup plus inhibant, qui va le remettre en question, peut-être plus sévèrement, dans son intégrité masculine, parce qu'il ne peut pas passer à l'action, parce qu'il est mis au pied du mur, il est quitté, et c'est parfois... moi, je crois sincèrement, hein, Caroline, que les hommes sont beaucoup plus fragiles que les femmes, clairement. C'est le sexe faible alors. Ouais, c'est le sexe, mais c'est évident, hein, c'est vraiment je trouve l'homme émotionnellement, beaucoup par rapport plus fragile. Et alors que il peut faire le fier à bras en disant même pas mal, je suis quitté mais je reconstruis tout. Et puis une semaine après, il a déjà rencontré quelqu'un et hop. Non. Quand on regarde vraiment, si cet homme accepte de se poser et de dire vraiment ce qu'il a au fond de son cœur. Parfois, on voit des blessures qui sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus durables que celles exprimées par des femmes. Ce sont des généralités, bien évidemment, mais souvent... c'est ce que vous constatez quand même. Et donc, si des hommes nous écoutent, il y a vraiment quelque chose là... Il y a forcément, bonjour messieurs. il y a forcément... il y a vraiment un point important d'oser se reconnaître vulnérable. Parce que c'est une des clés qui va permettre de devenir plus fort, puisque l'homme il va à tout prix être fort. C'est important de le dire parce qu'au contraire on peut avoir peur de s'effondrer et on se réfugie dans l'action, voire même en ayant de nouvelles amours, en enchaînant les histoires d'amour. Exactement. Et malheureusement, comme disait Churchill, si on ne comprend pas l'histoire, si on oublie l'histoire, si on nie l'histoire, on se condamne à la revivre. Et malheureusement, autant beaucoup de femmes se remettent en question, explorent les raisons de cette rupture, essaient de comprendre. Malheureusement, je fais le constat que beaucoup d'hommes ne font pas ce travail-là. Et donc, il reste des biais, des bugs, soit dans leur attitude, dans leur comportement, ou dans leur vision du couple, vision de l'amour au sens large, ou dans leurs propres blessures qui ont été réactivées. Ils mettent un couvercle par-dessus et malheureusement, ils reproduisent parfois la même histoire, mais copier-coller avec une autre personne. Alors on peut imaginer effectivement la répétition où c'est toujours le même air qui se joue dans les histoires d'amour, mais est-ce que ça aide à se reconstruire aussi, de comprendre les raisons de l'échec de la relation précédente? Bien sûr, hein, c'est tout le sens d'un travail de psychothérapie, c'est essayer de comprendre ce qui était mis en jeu. Comme je disais tout à l'heure, hein, c'est souvent des histoires du passé, et aider la personne à se rendre compte qu'elle reproduit de façon erronée un comportement d'enfant alors qu'elle est adulte, et que l'épouse, par exemple, qui l'a quitté n'est pas la maman qui l'a quitté. Et il y a une confusion. Et si on ne met pas les mots dessus, si on n'aide pas la personne à discerner entre cette maman du passé ou ce papa du passé qui n'a pas porté sur son garçon ou sur sa fille le regard qu'il avait besoin avec une blessure initiale,
qui se réactive dans la rupture du présent, si on n'arrive pas à dissocier entre le père du présent et le compagnon le père du passé et le compagnon du présent, eh bien, on reste dans une confusion et une souffrance qu'on ne comprend pas. Pourquoi Mais à l'inverse, on peut avoir, par exemple, été très aimé par son père et se dire vivre des relations amoureuses un peu catastrophiques en se disant pourquoi je ne retrouve pas cet amour-là. Oui, parce que c'est pas le même. C'est pas le même. On ne cherche pas. Alors, là, c'est un autre travers. C'est-à-dire que on essaie de reproduire avec son compagnon du présent quelque chose cet qui amour était très sublimé, paternel. Oui, et qui est toujours là au moins, qui est toujours solide celui-là. Et qui est un amour paternel, c'est-à-dire a priori n'a pas couché avec son père. A priori, si on est dans une famille qui fonctionne à peu près. Hein. Et vouloir, il y a parfois des pères idéalisés qui font vraiment obstacle à une vie conjugale harmonieuse parce qu'il y a des attentes complètement inappropriées sur le conjoint, qu'il soit ce père du passé, et ça ne fonctionne pas. Le mari ne peut pas être à la hauteur de cela. Alors vous avez fait un appel aux hommes, Christophe Fauré, bien ils sont là, et je vous propose qu'on en accueille un qui est avec nous au 39-21. Bonsoir Mathieu. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir et merci. Votre invité. Christophe, il s'appelle. Christophe Fauré. Voilà. Bonjour Mathieu. Bonjour à vous. Écoutez, j'ai trouvé votre dernier propos tout à fait en cadrage avec ma propre histoire. Lequel ? À propos des pères, des amants, des pères qui peuvent pas être amants, évidemment. Absolument. Donc je vais essayer d'être très très synthétique. Oui. Je suis donc en rupture depuis très peu avec ma compagne. Nous étions ensemble depuis 7 ans. Et nous avons eu une relation qui s'est un peu rapidement figée, justement dans un rôle paternaliste me concernant, ce qui n'est évidemment pas une bonne chose. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que si vous voulez, c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à se valoriser dans son propre regard, qui, socialement parlant, a du mal à se valoriser par un manque d'activité professionnelle, par aussi une psychologie qui est pas forcément très très robuste et avec certaines faiblesses, certaines failles. Et puis moi-même, de l'autre côté, avec une assise sociale plus développée. Et je pense que cette différence-là a joué dans notre difficulté de relationnelle. Et peu à peu, et assez rapidement en fin de compte, j'ai l'impression que cette relation s'est transformée en dominant, bien involontairement d'ailleurs, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Et que au final, écoutez, ça s'est pas très bien fini, puisque on a décidé, après quand même une thérapie de couple que nous avons effectuée il y a depuis 8 mois à peu près, qui a été très intéressante. Et c'est au cours justement de cette thérapie de couple, comme quoi ça peut être aussi à double tranchant, les thérapies, que cette image du père a éclaté finalement à la figure de ma compagne en pleine séance. C'était il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours, 3 semaines. Et qu'à partir de là, la décision finale... Mais ça lui est apparu comment ? Vous me dites qu'en pleine séance, il s'est passé quoi ? Écoutez, il s'est passé... vous savez ce que c'est, les séances, vous avez une tierce personne en face de vous qui oriente les débats. Mais Christophe Fauré, oui, est psychiatre et psychothérapeute, donc il sait bien le déroulement. Il voit très bien, je pense. La personne oriente le débat et arrive à vous faire comprendre et dire des choses que peut-être vous ne saviez même pas en arrivant dans la pièce avant. Et, c'est pas au psy d'orienter le débat, mais bon, enfin... Non, mais orienter dans le sens où... vous fait dire des choses, quoi, d'accord. On fait dire des choses, absolument. On fait dire des choses. Et au final, elle a pris conscience réellement que j'étais, moi, perçu comme le papa, le frère, mais certainement pas le mari ou l'amant, vous voyez. Mais c'est ce qui a fait qu'elle a pris l'initiative de la rupture. Comment ça se passe ? Parce que vous nous parlez de votre thérapie de couple, mais si je comprends bien, vous êtes séparés. C'est-à-dire à l'issue de cette thérapie de couple, vous êtes séparés ? Alors en réalité, nous sommes physiquement séparés depuis à peu près 10 mois. Oui. Puisqu'elle habite pas loin d'ici, mais nous n'habitons plus ensemble depuis 10 mois. Oui. Nous avons au même instant engagé cette fameuse thérapie de couple, donc avec un objectif très clair qui n'était pas forcément de se remettre ensemble, mais qui était de comprendre pourquoi on en était arrivé là.
Et la thérapie a été très positive, vraiment, jusqu'à ces derniers instants, si je puis dire, parce que il y a encore un mois ou un mois et demi, je pensais sincèrement que d'ici l'été, on aurait pu recoller les morceaux et refaire une partie de notre vie ensemble. Bon, et il y a eu cette fameuse séance où là, tout a basculé. Et visiblement, ça a été un électrochoc pour elle, pour moi aussi. Et écoutez, maintenant, il n'en est plus vraiment question de cette remise ensemble du couple, puisque visiblement, elle m'a indiqué ne plus avoir de sentiments amoureux vis-à-vis de moi, à partir du moment où elle avait pris conscience que je n'étais pas l'amant ou le mari possible, mais que j'avais cette figure de père. Vous en aviez de frère. conscience, vous ? Oui, mais c'est une étape. Oui, on s'arrête pas là normalement. On s'arrête pas là parce que une fois qu'on a pris conscience qu'il y a confusion des rôles, c'est-à-dire qu'elle vous placez dans un rôle de père dont elle avait besoin. Après, il y a faire le chemin de dissocier justement cette attente par rapport à vous et de vous restituer dans quelque chose qui est un compagnon. Là, on a l'impression que voilà, c'est comme ça, c'est figé et ça ne bouge pas. Racontez-nous. Oui. Alors moi je vous suis complètement là-dessus. Moi je considère que tout ce que nous avons appris, parce qu'on en a appris quand même des choses intéressantes sur nous, ça doit être aujourd'hui utilisé pour en faire justement quelque chose. Qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà. Est-ce qu'on en fait quelque chose ou on choisit de n'en rien faire ? Donc ça rejoint ce que vous dites là, et c'est vrai que il serait évidemment bon qu'on puisse travailler sur cette question-là, et peut-être elle personnellement d'ailleurs. Parce que je crois qu'il y a une vraie question, comme vous disiez tout à l'heure. Il faut aller au-delà de ça justement. Et c'est là où vous aviez peut-être votre espoir de reconstruction, d'aller au-delà, parce que c'est comme si le chemin, vous étiez au milieu du gué et que voilà, on arrête l'histoire, alors qu'il y a vraiment apparemment un beau potentiel de croissance. Alors moi je suis convaincu qu'il y a du potentiel. Oui, maintenant il faut être deux, vous connaissez. Mais oui, bien sûr. Il faut être deux, et c'est vrai que la grosse difficulté aujourd'hui, c'est ce sentiment que j'ai de ne plus être celui qu'elle aimerait que je sois, évidemment. Et ça devient compliqué, parce que comment faire admettre à une femme que la personne qu'elle a en face d'elle, finalement, n'est pas son père, mais son mari. À tel point que, encore récemment, lorsque nous discutions, il y a un moment, je lui dis de façon quasiment instinctive, mais tu ne quittes pas ton papa et ta maman, tu ne quittes pas le domicile familial de tes parents, tu quittes ton mari. Oui, mais elle est en pleine, si je comprends bien, Christophe, elle est en pleine crise existentielle aussi. Elle remet en cause, elle revisite son passé, son histoire. Elle revisite son passé. Et ça serait au thérapeute de dire qu'il y a des choses à travailler pour avancer, pour pas rester. Plus en individuel d'ailleurs. Mais c'est ce que j'allais dire. Maintenant, elle devrait poursuivre individuellement. Mais Mathieu... Alors c'est ce qu'elle a décidé de faire. Ah ben voilà. Ça c'est bien. Pas. Mais dites-moi, Mathieu, est-ce qu'au tout début de votre rencontre, vous aviez plus ou moins conscience de ça et vous y êtes allé quand même? Alors. Parce que vous savez, voilà, des fois. Vous posez les questions qui tuent. Oh là là. Parce qu'on sait au début, non? En tout cas, en ce qui me concerne, ce sentiment-là, je l'ai perçu relativement rapidement. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas agi dessus tout de suite, en sentant la dangerosité potentielle de ça? C'est pas une remise en question de vous, mais c'est vraiment une vraie question, parce que je pense que ça peut aider plein de gens qui, au début de la relation, ont des intuitions très très fortes. Mais parfois, les premiers jours, on sait des choses et on décide de les étouffer, de les nier, parce qu'on est évidemment emporté par le sentiment amoureux. Mais emporté, mais pas aveuglé, donc vous nous dites. Il y a des choses que l'on sent et qui s'avèrent assez justes. Oui, mais l'amour arrivant, on devient un peu bête quand on est amoureux. L'amour. Faut pas le rester trop longtemps alors. L'amour rend aveugle. Je connais des situations de... Merci d'être venu. C'est bien, finalement. Vive le chagrin d'amour. On retrouve son intelligence. Et donc, Mathieu, vous avez capté des choses au début alors? Alors oui, j'ai perçu effectivement ce phénomène-là assez précocement dans la relation, et j'en suis évidemment pleinement responsable également. Je suis resté sans vraiment évoquer cette question-là avec elle, parce qu'on a toujours l'ambition et le sentiment que l'on peut apporter les choses à l'autre pour aussi le faire changer. Ouais. C'est peut-être une erreur. En tout cas, ça a été la raison pour laquelle j'ai décidé de rester et de travailler cette question-là, mais bon, sans succès visiblement. Mais on peut effectivement rentrer dans une relation en percevant de gros problèmes potentiels, en y restant malgré tout, en espérant changer les choses, et finalement après vous vous installez
Vous devriez voir la moue dubitative qu'on fait tous les deux dans le studio. Quand vous dites oui, changer. Voilà, parce que oui, je sais bien. changer l'autre, moi j'y crois peu. L'autre change que si il est dans la nécessité de changer. S'il est dans une espèce de confort relationnel et qu'il a peu d'intérêt à changer, je pense pas qu'il change. Sincèrement. Et on espère que l'amour va être plus fort, qu'il va faire changer l'autre, qu'on va pouvoir changer les lignes de force et que la personne va sortir de la configuration dans laquelle elle est, parce qu'on se dit voilà, l'amour peut tout. Et on se rend compte qu'on peut être extrêmement déçu parce que l'amour ne peut pas tout. Et on se rend compte peut-être après 1 an ou 2 ans que les lignes de force n'ont pas bougé. Après, qu'est-ce qu'on fait ? On reste pas, mais c'est autre chose. Merci Mathieu d'avoir témoigné en premier. Bon courage et pour la suite. Bon courage à vous pour la Merci suite. à vous deux pour votre émission. Au revoir. Merci, au revoir. Et Christophe Fauré est là pour vous aider justement ce soir. Il est en direct jusqu'à 1h pour vous aider. 1h du matin, vous vous rendez compte ? On fait coucher tard. Hein. Ça va être dur pour les premiers patients demain matin à 8h. 8h15 demain matin. Ils vous écoutent et ils sont inquiets. Ils se disent, dans quel état on va le trouver ? Ils disent déjà remboursé, docteur. Vous n'êtes pas frais là. Voilà. Bon, tant que vous l'êtes pour nous, c'est l'essentiel, voilà, un peu exactement, égoïstement. Hein. Exactement. Alors, Mathieu nous expliquait juste avant la petite musique là que il avait fait une thérapie avec sa femme, une thérapie de couple pour comprendre pourquoi ils en étaient arrivés là. C'est quand même très rare. C'est pas le cas de figure le plus commun c'est rare, de chercher comme ça à comprendre. Ouais. Et j'allais vous demander justement si souffre-t-on davantage quand on ne comprend pas la séparation, quand on ne comprend pas ce qui nous arrive, pourquoi l'autre nous quitte ? Ça, clairement, et ça peut vraiment tourner à une véritable obsession. Je crois que on a le droit de plus aimer quelqu'un et de décider de quitter cette personne-là. Mais je crois que la personne qui quitte a néanmoins une responsabilité vis-à-vis de la souffrance qu'elle va induire chez l'autre personne, à moins d'être dans un déni complet et d'être vraiment quelqu'un de sans foi ni loi, de dire je m'en fous et voilà, je pars. Mais la plupart des gens ne sont pas comme ça. Et je crois que c'est important, même si on a peur de la confrontation, même si on veut être dans l'évitement de quelque chose qui ne va pas être confortable, de se trouver en face de l'autre qui va demander des explications et qu'on va être parfois mis un peu au pied du mur. Je crois qu'on a un devoir, je dirais presque de compassion par rapport à l'autre, de lui dire bon voilà les raisons qui font que je te quitte, je pars. Mais ça montre qu'on le considère aussi, enfin de pouvoir exactement, dire c'est vraiment ça peut être aussi qu'il a compté aussi ou qu'elle a compté. Exactement, mais parfois il y a des refus d'expliquer. Oui, pourquoi ça ? Qu'est-ce qui ça vient ? Enfin, ils veulent pas se confronter à eux-mêmes. C'est de l'agressivité, c'est quoi ? Ça peut être une riposte. Hein. Je considère que tu m'as fait une vie infernale, donc oui. je ne te dois plus rien. Ça peut être aussi un désir d'opacité, maintenir une opacité sur les raisons. C'est mon jardin secret, tu n'as pas à savoir les raisons. Je ne raconte pas la violence qu'il y a dans cela. De toute façon, dès qu'il y a opacité, à mes yeux, il y a violence par rapport à la personne aimée. Hein. C'est quelque chose qui est... Oui, on lui dénie même le droit de comprendre. Dénier le droit de comprendre une situation, mais ça c'est dans des situations de rupture ou autres situations. Maintenir la personne dans l'opacité et vraiment exercer une sorte de pouvoir sur cette personne-là, parce que comme elle ne sait pas ce qui se joue, eh bien oui, il y a une forme d'abus de pouvoir là-dedans. C'est vraiment l'intime conviction de cela. Et quand il y a rupture, le fait de rester dans quelque chose qui, je n'ai pas à te donner mes explications, empêche l'autre de métaboliser la rupture. Empêche de lui donner au moins un sens, un sens dans les deux mots dans les deux sens du mot sens, hein. Sens une direction, on va aller vers quelque chose, et sens en termes de signification. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, il est en boucle sur ce pourquoi. Voilà, mais aussi parfois il y a un autre cas de figure où le fait qu'il y ait une explication ne suffit pas à l'autre personne. C'est je ne t'aime plus. Et je dis mais pourquoi tu ne m'aimes plus ?
je peux pas t'expliquer, je ne t'aime plus, je ressens. Et la personne peut tourner en boucle en disant mais pourquoi tu ne m'aimes plus? Et elle met l'autre dans une situation difficile parce que c'est parfois difficile d'expliquer pourquoi on n'aime plus. Et très souvent, la personne qui est quittée va retourner contre elle ce je ne t'aime plus en disant mais parce que je ne suis pas assez intelligente, assez belle, assez cultivée, assez 3 petits points. Oui, elle pousse l'autre dans ses retranchements. Mais surtout, elle va se retourner contre elle-même. C'est ça qui est terrible dans le parfois même les explications données qui sont parfois claires, je ne t'aime plus, je n'ai plus de désir pour toi, et aussitôt un mécanisme psychique assez fréquent, même presque universel, se met en place en nous, où on se met aussitôt soi-même en question. C'est un peu inévitable parce que si l'autre nous aime plus, on peut penser qu'on n'est plus aimable à ses yeux. Exactement. Et c'est ça qui se passe. Et donc plus la personne qui quitte va prendre soin d'expliquer du mieux qu'elle le peut, du mieux qu'elle le peut. Pourquoi ce qui se joue pour elle, en sachant qu'il y aura toujours une zone d'incompréhension de la part de la personne quittée. Toujours. Pourquoi il m'a quitté? Ça restera toujours, il y a une zone d'ombre qui restera toujours pour elle, parce que c'est vraiment une telle remise en question de sa valeur, comme on disait en début d'émission, qu'il y a quelque chose de trop identitaire, de trop profond, de trop violent dans le fait d'être quitté, et presque un déni de soi. Et même si l'autre va très très loin dans ses explications, on restera toujours avec cet outrage fondamental d'être quitté et donc d'être nié. Bonsoir Sandrine. Oui, bonsoir. 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 Alors vous allez nous parler d'une rupture qui est survenue lorsque vous aviez 20 ans. Vous en avez 20 ans de plus aujourd'hui et pourtant vous pensez encore à cette séparation. Oui, en fait, la rupture a eu lieu, j'avais 25 ans, on s'est connus de 20 à 25 ans en fait. Et d'accord. Effectivement, tout ce temps après, je suis toujours restée sur cette histoire, sans arriver vraiment à comprendre pourquoi j'arrive pas à dépasser la chose en fait. Qu'est-ce que vous dépassez? Vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi cet homme vous a quitté? Non, pas tout à fait en fait. Comment vous expliquer? Je peux vous raconter vite fait rapidement. Le déroulement rapidement. Enfin, oui. Bon, en fait, j'ai rencontré cet homme, j'avais 20 ans. On a vécu ensemble, on s'est installés très vite ensemble jusqu'à nos 25 ans. On a vécu plein de belles choses. Et il m'avait très vite fait une promesse, comme d'être le père de mes enfants, qu'on les élèverait ensemble. Enfin, on avait vraiment construit des projets. Et lui, à l'époque, il travaillait déjà. Moi, j'étais encore étudiante. Et très vite, ça a commencé à poser déjà des soucis. Enfin, moi, j'avais du mal à me positionner dans le couple par rapport à ça. Donc, j'ai arrêté mes études. J'ai essayé de travailler, puis j'y arrivais pas. Bref, à un moment, j'ai eu un moment de doute. En fait, j'ai été voir ailleurs. Et je lui ai dit. Et donc, à la suite de ça, on s'est séparés. Il m'a dit que, on allait arrêter parce que j'avais trahi sa confiance, en fait. Ah oui. Ça, c'est intéressant parce que vous étiez en train de nous dire que vous ne compreniez pas pourquoi ça avait eu lieu, mais c'est plutôt que vous vous sentez responsable de ça, coupable de ça. Vous n'arrivez pas à dépasser... Ouais, est-ce qu'il y a un remords, un regret profond? Il y avait un beau potentiel, une relation. Et est-ce que c'est ça? Parce que là, on est en train de se poser. Je sais pas, mais est-ce que ça fait un écho de dire en fait que j'arrive pas à dépasser parce qu'en fait je me sens tellement écrasé par le regret d'avoir peut-être abîmé quelque chose qui avait un beau potentiel. Est-ce que c'est quelque chose autour de ça? Vous êtes là, Sandrine? Ah. Bon, on a perdu Sandrine, dommage. Juste, c'est pas, rassurez-vous, c'est pas de nos interrogations. Je pense c'est que tout d'un coup j'entendais un grand silence, donc il doit y avoir un problème. On va essayer de la rappeler, de voir ce qui se passe. Vous parliez justement, d'ailleurs, dans ce que disait Sandrine, mais ça m'ennuie d'en parler quand elle est pas là. Est-ce qu'il faut savoir se pardonner aussi parfois? C'est-à-dire quand on dit qu'on a une part de responsabilité dans une histoire, dans l'échec d'une histoire. On est en colère parfois après l'autre. Est-ce qu'il est important de pardonner à l'autre, mais aussi à soi finalement? Ok, vous pointez exactement un point essentiel. Pour moi, pardon et colère, c'est intimement relié.
Quand on est très très en colère contre quelqu'un, il y a très peu de place au pardon. Plus la colère va s'apaiser en soi, plus ça va ouvrir un peu plus la porte à la capacité à pardonner quelqu'un. En fait, on se rend compte que quand on dit « non, je l'ai complètement pardonné », ça veut dire en fait, je ne suis plus en colère contre cette personne-là. Donc en fait, le pardon, c'est pas soit je pardonne, soit je pardonne pas. C'est pas binaire, 0 ou 1. C'est en fait très très graduel, et on se rend compte que derrière, ça suit la graduation inversement proportionnelle au niveau de colère. Donc, quand on est quitté, on peut être aussi en colère contre soi-même, parce que on peut pointer que on a eu certaines attitudes, certains comportements, certains mots qui ont contribué à la dégradation de la relation ou à la rupture, et ces mots, on peut être amené à les regretter de les avoir prononcés, ou ces attitudes, on peut avoir regretté de les avoir eues, et être en colère vis-à-vis de cela. Et quand on constate que la relation donc est terminée, on se retrouve un petit peu comme avec ce souvenir des actes qu'on a posés et cette colère contre soi. Et donc effectivement, se désengager de l'histoire qui de toute façon est terminée, mais et d'autant plus qu'on a été responsable de cette dégradation, de cette rupture, cheminer vers le pardon de soi, c'est cheminer vers plus de douceur par rapport à soi. Parce que si on a été dans ces mots, dans ces paroles, dans ces attitudes, c'est pas par hasard non plus. On a proposé ces mots de colère parce que peut-être aussi on était en souffrance dans leur relation vis-à-vis de l'attitude ou comportement, en réaction peut-être à des attitudes de comportement de l'autre personne. Là, en l'occurrence, pour Sandrine, mais c'est dommage, Sandrine. Mais Sandrine est avec nous. Sandrine, vous êtes à nouveau là? Bonjour Sandrine. On peut être en colère contre soi d'avoir abîmé une relation parce que à un moment donné, on a été voir ailleurs. Et on se rend compte que il y a un côté irréversible. L'autre s'est senti trahi. Il a interrompu la relation. On se dit mais la colère contre soi peut persister longtemps apparemment. Est-ce que justement on évoquait des pistes pour pourquoi vous restez comme ça bloqué, ou parce qu'il y avait une contradiction entre le fait que vous ne disiez que vous ne saviez pas pourquoi, vous avez dit ça s'était arrêté, et puis après vous nous parlez à un moment du fait que vous êtes allé voir ailleurs, que cet homme a décidé de mettre un terme à la relation, et on se demandait si vous vous en vouliez toujours de ça, d'avoir gâché quelque chose ou abîmé un potentiel, disait Christophe. Exactement, parce qu'en fait quand j'ai été voir ailleurs, c'était vraiment dans un moment de faiblesse, j'étais un peu comme une petite déprime, passage à vide, etc. Et en fait, je venais de lui avouer la chose pour lui expliquer que je m'étais enfin rendu compte que c'était vraiment lui que j'aimais, que c'était une manière de lui expliquer ça, quoi. Oui. Mais il n'a pas compris comme ça, manifestement. Voilà, lui, il n'a pas compris comme ça. C'est un sujet qui vous touche particulièrement, puisque votre dernier livre, Christophe Fauré, c'est sur l'infidélité. Est-ce que tu m'aimes encore, paru aux éditions Albin Michel, et ça pourrait faire l'objet d'une émission vraiment à part entière. En soi, oui. Mais on voit comme ça peut être dévastateur parfois, sans déflorer le sujet, de faire preuve de sincérité en avouant une infidélité. Ah oui, là, mon Dieu. Avez-vous 2-3 heures devant vous pour qu'on en parle? Allez, on va passer la nuit dessus. C'est un vrai sujet parce que... vous reviendrez. Oui, promis. Bon, alors, on en parlera à la rentrée. À la rentrée. Bon, pour revenir à Sandrine, alors, qu'est-ce qui fait que par moment un chagrin tourne à l'obsession? C'est-à-dire vous pensez toujours... Après 20 ans, en fait, c'est parce qu'en fait, lui, il m'avait fait beaucoup de promesses. Lui m'avait fait une promesse, et j'ai l'impression que depuis toutes ces années, j'attends, comme si j'attendais que cette promesse se réalise, en fait. J'ai l'impression que c'est une parole qui a été dite, et comme elle n'a pas été réalisée, c'est comme si il y avait quelque chose qui n'était pas fini, quoi. J'arrive pas donc à dépasser l'idée que ça se réalisera jamais. Mais Sandrine, ce sont des promesses que cet homme vous avait à vous. Oui. D'accord. Donc, est-ce que, je me permets d'aller un petit peu plus loin, peut-être, je me trompe peut-être, mais est-ce que vous restez dans l'idée que ces choses qui ont été promises, c'est seulement quelqu'un d'autre que vous, extérieur à vous, qui pourra y répondre, et que peut-être, il y a 20 ans, vous ne pouviez pas vous apporter vous-même ce que cet homme vous promettait, mais que peut-être, est-ce que 20 ans après, vous êtes maintenant une femme qui est en mesure de se donner ce que lui vous promettait avant. Je ne sais pas, c'est une piste qui serait utile ou ça... Je sais pas, en fait, j'attends pas que cette promesse se réalise, parce que j'ai bien conscience que 20 ans après, ça se réalisera jamais, et je suis restée en contact avec cet homme, et je sais qu'il a une femme, des enfants, j'attends rien, quoi. J'attends absolument rien.
Mais c'est comme si moi, dans ma vie, j'avais rien réussi à construire d'autre depuis 20 ans, rien de solide, on va dire. Justement, c'est ça, je vous dis. Ouais. Il vous avait fait une promesse de construction. Oui, Et là, c'est vous ça. dites, je n'arrive pas à construire. Mais peut-être que vous restez, entre guillemets, scotché sur l'idée que la construction va venir de l'extérieur. Hein, De quelqu'un d'autre qui va vous construire, et que peut-être vous avez oublié que vous avez grandi, qu'il y a 20 ans qui se sont passés, et que vous êtes maintenant en mesure, vous, de pouvoir vous donner ce qu'il vous avait promis. Peut-être il y a 20 ans, c'était pas possible. Vous ne pouviez pas vous donner ça. Mais sincèrement, 20 ans après, je crois que si vous regardiez en profondeur, vous avez développé les capacités de vous donner ce qu'il vous promettait autrefois. Non, ça vous parle pas, ça? Si, mais le fait est que depuis 20 ans, on va dire qu'il y a, j'ai rien réussi à construire. Voilà, mais quand vous dites construire, c'est quoi? Pour être plus clair, la construire promesse qu'il quoi? avait fait, peut-être d'avoir une famille, etc., de vivre une vie de couple sur le long terme, et c'est ce que j'ai pas réussi à faire depuis tout ce temps-là, quoi. D'accord, donc ça parle pas forcément de lui, alors? Non. Oui, peut-être. Ça parle plus de quelque chose de plus global, mais peut-être que ça s'est cristallisé sur lui, lui étant responsable de cette impossibilité de construire une famille, mais que peut-être c'est quelque chose de plus large dans votre histoire. Mais vous savez, quand on cristallise sur quelqu'un, après ça peut vous empêcher d'investir quelqu'un d'autre qui pourrait vous faire cette promesse-là et vraiment la tenir maintenant. Ouais. C'est possible, hein? Oui, tout à fait, mais j'ai tellement idéalisé cette personne, j'ai tellement, après même fantasmé cette histoire qui n'a jamais eu lieu, que... Avec le temps, on a tendance, c'est vrai, à idéaliser, embellir l'histoire aussi. Oui, c'est le grand piège. Parfois, Qu'est-ce que vous avez essayé pour vous désengager de cela? En fait, après notre rupture, j'ai très vite papillonné à droite à gauche, j'avais l'impression que c'était rien. Après, j'ai mis 1 an de distance. Enfin, j'ai mis de la distance. Je suis partie voyager pendant 1 an. Et puis, j'ai vraiment j'ai fait une déprime, en fait, après ce retour de voyage. Non, avant le voyage. En fait, c'est parce que j'ai fait une déprime que je suis partie en voyage pendant 1 an. Et après, je le revoyais de temps en temps parce qu'on avait le même travail. Ça nous amenait des fois à nous recroiser. En fait, je l'ai revu il y a 5 ans. En allant le voir, je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien te voir parce que je voudrais vraiment tirer un trait sur notre histoire, je voudrais passer à autre chose. Enfin, j'étais prête à ce moment-là à passer à autre chose avec quelqu'un d'autre. Et en fait, quand je l'ai vu il y a 5 ou 6 ans, je me suis encore même rendu compte que c'était l'homme que j'aurais aimé avoir encore à 40 ans, vous voyez. C'est comme si... c'est comme... Grosse nostalgie, grosse nostalgie de ce qui n'a pas été. C'est ça. Et à un moment donné, je crois qu'il faut dépasser ça. Peut-être vous faire aider. Parce que je crois. Toute seule, c'est peut-être un peu difficile. Peut-être une aide extérieure. La psy pourrait. Quand on est dans une idéalisation, dans quelque chose aussi douloureux, aussi, un travail sur vous pourrait vous aider à avancer. C'est pas la réalité, l'idéalisation. C'est pas quelqu'un de réel, quelqu'un qu'on idéalise. Non, la preuve, il y a un moment, il vous a quitté, il n'a pas su entendre ce que vous lui disiez aussi à ce moment-là. Donc prenez soin de vous, vraiment, c'est important, et peut-être essayer d'avancer. Merci en tout cas d'en avoir parlé avec nous, Sandrine. Bon courage. Au revoir. On va continuer à parler de séparation amoureuse après le journal de minuit, puisqu'il est minuit sur Europe 1, et c'est Laurence Gontier qui vous présente le journal. Bonsoir Laurence.
Le chagrin d'amour, comment s'en remettre, comment surmonter, traverser cette tourmente et se reconstruire. On en parle ce soir avec mon invité, Christophe Fauré, qui est psychiatre et psychothérapeute et qui est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Est-ce que tu m'aimes encore, paru aux éditions Albin Michel, et également Ensemble mais seul, où on parle de solitude dans le couple. Alors Christophe, justement, vous avez... Et aussi le couple brisé. Alors, oui, il y en a beaucoup, vous avez le beaucoup couple écrit. Brisé, là, puisqu'on parle de rupture, c'est vraiment sur un petit peu un décryptage de qu'est-ce qui se passe pour la personne quittée et pour la personne qui quitte. Alors c'est important de le citer, effectivement. Parce que il y a des décalages dans le processus de deuil de la relation qui crée parfois des malentendus. Enfin, peut-être en reparler. Justement, parlons un peu on n'a pas parlé encore de ceux qui prennent l'initiative de la rupture. C'est pas forcément simple parce que, pour le coup, on a le mauvais rôle et c'est difficile. Comment détruire un lien intime et profond sans détruire l'autre? C'est tout l'enjeu de ça. Vous savez, c'est pour cela que certaines personnes ne se quittent jamais alors qu'elles auraient intérêt à se quitter, parce que l'histoire est morte mais l'autre soit aussi par affection pour l'autre. Je ne veux pas te faire du mal, donc je vais... mais je ne vais pas te quitter, la relation. Donc vraiment, il y a beaucoup de gens malheureusement qui vivent avec des relations d'amour complètement éteintes, mais par un vrai souci de l'autre, je crois, de pas lui faire du mal, on n'ose pas dire les mots qui comptent et on s'étiole. Voilà. Bon, ça c'est un cas de figure. Mais il y a les cas de figure aussi, et malheureusement, je disais tout à l'heure, messieurs, excusez-moi parce que vraiment je allez interpeller-les. Alors, messieurs, j'ai dit tout à l'heure que nous sommes, nous, hommes fragiles, mais il y a un truc aussi, alors je suis désolé, c'est pas très agréable à entendre, mais les hommes sont plus, pardonnez-moi, je mets des guillemets, un peu plus lâches que les femmes. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est dit, vous assumez. Voilà. Oui, lâche en quoi? Au moment de la rupture? Lâche au moment de la rupture. Parce que vraiment, c'est un constat que je fais malheureusement au cabinet ou dans les rencontres avec les personnes. Très souvent, l'homme a du mal à assumer la rupture et il peut parfois pousser tellement à bout la compagne que c'est elle qui va prendre la décision de la rupture et donc elle qui va devoir assumer cette lourde responsabilité. Ce qu'elle ne souhaite pas forcément. Et c'est malheureusement une configuration assez fréquente. C'est ce qui explique que ce sont souvent les femmes qui prennent la décision de la rupture, très même souvent. Dans les cas de divorce d'ailleurs. Dans les divorces, je crois que c'est 75% des femmes qui décident de partir. Et très souvent, elles ne partent pas pour un autre homme, elles partent pour quitter la relation en tant que telle. Justement. Alors que souvent, les hommes quittent la relation en utilisant le levier d'une autre relation extra-conjugale pour partir. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils vont refaire leur vie avec cette autre personne, mais l'homme a souvent besoin d'un levier, d'une autre relation pour justifier, entre guillemets, parfois, le fait qu'ils partent. Là encore, ce sont des généralités. Donc, pardonnez-moi, ce n'est pas vraiment votre cas de figure, mais souvent, en tout cas, les statistiques sont là, 75% des divorces sont du fait des femmes qui décident en disant « j'arrête la relation ». Parfois même à leur cœur et à leur corps défendant. Mais selon vous, justement, qu'est-ce qui est le plus difficile? D'être quitté pour quelqu'un d'autre ou de savoir que l'autre part seul et qu'on n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes finalement? Je crois pas je crois que c'est impossible. Ça dépend des cas de figure. Il y a tellement de cas de figure que c'est impossible. Et alors, on a parlé des situations, des cas où la personne reste dans une opacité. Oui. Ne donne pas de raison à la rupture, et vous dites que c'est vraiment faire violence à l'autre. Mais à l'inverse, il y en a qui laissent planer une ambiguïté au moment de la rupture en laissant entendre qu'un éventuel retour est possible. Est-ce que ça complique pas la tâche de celui qui est quitté? Ah bah complètement, vraiment complètement. C'est un piège, ça redoutable. Pour qu'il y ait le processus de deuil de la relation d'amour pour la personne qui est quittée, il y a besoin, comme dans tout processus de deuil, qu'il y ait une rupture nette et claire du lien. Si le lien, parce que c'est cette rupture
net et clair du lien qui va initier en nous, au niveau conscient et inconscient, le processus de deuil de la relation, c'est-à-dire la cicatrisation et le fait qu'on puisse après cheminer vers un autre chemin d'amour, cheminer vers une autre relation d'amour avec quelqu'un d'autre. Si le lien n'est pas clairement rompu, il n'y a pas la possibilité, mais je dirais psychique, je dirais presque écologiquement, c'est impossible de pouvoir faire le deuil d'une relation qui a que l'autre maintient toujours dans une forme d'existence. Et là, on parlait de pouvoir. Ouais. Ben oui, malheureusement. Et on parlait. Alors, le sens de ça, il y a plusieurs interprétations. Ouais. Ça peut être. Mais souvent, c'est très inconscient. Hein, mais le désir de garder un pouvoir, une emprise sur l'autre, disant, je fais un break, mais je vais revenir vers toi un jour. Voilà, ok. Sauf que là, ça rend complètement impossible à l'autre personne de pouvoir désinvestir la relation, éventuellement en réinvestir une autre. Et donc là, moi, j'y vois beaucoup de pouvoir. Oui, parce qu'on peut comprendre que ce soit celui ou celle qui est quitté qui demande à rester en contact parce qu'il y a une souffrance, il y a cette période. Mais que celui qui quitte dise, on va rester amis. Enfin, je veux dire, il ménage pas l'autre là. Non. Là, il y a une espèce d'ambivalence qui est pas saine dans leur relation, parce que on ne donne pas à l'autre la chance de pouvoir se désengager, se reconstruire ailleurs. Et on le maintient on le maintient par la force de l'amour. Hein. Si l'autre personne aime et qu'on lui dit non, je te quitte, mais peut-être pas complètement, eh bien, c'est du velours pour l'autre personne. On attend, on l'autre espère. est pris au piège de l'amour qu'il ou elle ressent pour l'autre, et l'autre joue vraiment un double jeu. Alors, il y a du jugement dans ce que je suis en train de dire. Hein. Clairement, c'est vraiment une condamnation un petit peu de ces attitudes-là, parce que je crois qu'il faut vraiment c'est une analyse aussi, d'essayer de comprendre quels sont les enjeux. Vous dites parfois c'est inconscient, mais enfin vous dites qu'il y a une façon de garder un pouvoir sur l'autre. Voilà, rendre conscience là, et qu'est-ce qu'il se joue. Et parfois, c'est une façon, des choses pas très très jolies là-dedans, tu m'as enquiquiné, et ben je maintiens ce pouvoir sur toi en espèce de vengeance. Je me venge en t'empêchant d'investir quelque chose d'autre. Ou alors je te garde sous le coude. On ne sait jamais. Ça peut arriver aussi. Voilà. C'est par exemple quand on dit à quelqu'un je t'aime, il y en a, je t'aime mais je te quitte, ou je te quitte parce que je suis pas assez bien pour toi. Ça aussi c'est très piégeant, je trouve. Oui, je trouve que c'est pas très très honnête de dire je suis pas assez très bien pour toi. C'est vraiment non. Ça pousse l'autre à dire mais si. C'est ce qu'on appelle à adopter la position basse. Hein. Dès qu'on prend une position basse, non, je suis pas assez bien et tout. Et vous savez, quand on prend la position basse, c'est là une position de pouvoir. Paradoxalement. C'est important, oui, paradoxalement. La position basse est la position de pouvoir en disant non, je suis pas assez bien pour toi, tu vas trouver quelqu'un de beaucoup mieux. Comment l'autre personne en face ne peut pas dire mais si tu es bien et tout, et c'est peut-être ça au bout du compte, la recherche inconsciente de l'autre qui dit je suis pas assez bien, de recevoir ces messages en disant mais si tu es très bien et tout, et là on est dans un truc complètement névrotique où on se dit mais où est l'amour là-dedans? On est simplement dans des recherches de quête d'existence l'un envers l'autre, et oui. Allez, on va, comme vous dites, on n'en sort plus. Alors, on va accueillir Catherine qui est avec nous au 39-21. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Alors justement, vous, c'est vous qui avez pris l'initiative de la rupture, et c'est pas simple, je crois. Non, c'est pas simple du tout, me concernant en tout cas. Ça s'est passé récemment, là ? Ça s'est passé, non, il y a maintenant, ça va faire presque 3 ans. Oui. Et en fait, c'est à mon initiative, parce que après quand même 11 ans de vie commune, donc c'est quand même pas rien. Donc, mais finalement, j'arrive pas à m'en remettre, quoi. C'est moi qui ai décidé. Et c'est comme sur base de quoi, Catherine, sur base de quoi vous avez décidé d'interrompre la relation? En fait, c'est assez compliqué parce que c'était une famille à recomposer un petit peu. On était chacun divorcés avec nos propres enfants, et on n'a pas su gérer ça. Ça, c'est quelque chose qui a tout de suite été un problème pour nous, parce que en fait, la façon qu'on avait de concevoir l'éducation des enfants était complètement différente. Donc, ça a été un point de divergence entre nous très important,
Et moi, j'ai pensé que ça allait s'arranger, quoi. Au fur et à mesure du temps, je me suis dit, bon, ça va s'arranger. Vous voulez dire des difficultés avec vos beaux-enfants ? Voilà, c'est ça, respectivement. Quoi, et que vous étiez la méchante marâtre, la belle-mère insupportable. Absolument. Et tout. Ok. Alors, ce qui s'est passé, il faut dire aussi, c'est que... Bon, après, c'est toujours facile de dire, parce que le fils de mon compagnon, c'était quand même un enfant qui était très particulier. J'ai un enfant que je n'ai jamais compris, en fait. Il avait un mode de fonctionnement que moi, je ne comprenais pas. Très introverti en plus, donc ça a été très compliqué. Et son père ne m'a jamais laissé l'approcher, entre guillemets. Oh là là, Catherine. Il m'a jamais laissé... parce qu'au départ, moi, je l'ai pris, je me suis dit... J'avais tendance à faire avec lui comme je faisais avec les miens, pour pas faire de différence. Bon, maintenant, effectivement, ils ont tous... Enfin, les trois ont beaucoup grandi, mais à l'époque, ils étaient quand même tous... Je l'ai connu, moi, il avait 6 ans, son fils, ma fille en avait 8, enfin voilà, les enfants, ils avaient 6, 8, 12, quelque chose comme ça. Donc, bon, après, les années passant, ça a changé un peu, mais ça a été très compliqué, donc il a tout de suite mis une barrière entre mes enfants et le sien, en fait. Il fallait surtout pas que je fasse avec le sien comme je faisais avec les miens. Donc là, c'est devenu très, très compliqué. Voilà. Et vous savez, ce dont vous parlez là, c'est le sujet de mon prochain bouquin, en fait. Sur la famille, en plein dedans. La famille recomposée. Sur la famille recomposée. La famille recomposée, exactement ce que vous nous racontez, Catherine. C'est hyper compliqué. Parce que, en fait, là, vous êtes pas en train de me décrire la perte du lien d'amour avec votre compagnon. Vous me parlez d'une configuration autour de ce lien d'amour qui a été pas bien géré, et c'est vrai que la place du père est déterminante dans le fait par rapport à la belle-mère, et que là malheureusement votre compagnon a pas forcément su gérer les enfants, mais en fait, moi, ce que je comprends dans votre histoire, c'est que vous avez été obligé de rompre le lien d'amour avec lui pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le lien d'amour avec lui, qui étaient liées aux circonstances extérieures. Et c'est peut-être pour ça que 3 ans après, vous êtes toujours dans cette souffrance-là, parce que il ne s'agissait peut-être pas d'une perte d'amour ni rien, mais de circonstances extérieures qui ont abîmé votre relation. Oui, non ? certainement. Et c'est pour ça que c'est si difficile, c'est que c'est pas c'est pas un enjeu avec lui, c'est un enjeu avec les enfants, essentiellement. Et paradoxalement, j'ai décidé, en fin de compte, de partir à une époque où les enfants devenaient... Ils se géraient tout seuls, quoi. Oui, mais trop de choses avaient été abîmées. Vous avez pris sur vous pendant tellement longtemps que... Et les dernières années, à chaque fois qu'il y avait des clashs, qu'on va dire, quoi, j'avais choisi l'option de ne plus rien dire, quoi. Voilà, et ça s'est accumulé en vous, et la frustration a explosé à un moment donné, j'en ai marre, je pars. Un jour, et puis après j'ai eu un très gros problème de santé en 2008. Et je pense que ça a été aussi une chose pour moi déterminante, puisque à ce moment-là, je me suis dit, bon, vu ce qui m'est arrivé là, je sais maintenant aujourd'hui que la vie peut s'arrêter demain. Donc aujourd'hui, je ne veux pas m'embarrasser de choses qui me font qui me gênent, quoi. Donc j'ai pris cette décision, mais ça a été compliqué. Très compliqué. Alors du coup, lui, il n'a pas compris du tout, parce que comme j'étais dans un schéma depuis 2 ans de ne plus le contrer sur rien, du fait que je voulais pas aller au conflit en permanence. Donc du coup, il n'a pas compris. Il n'a absolument pas compris. Et pourtant, je lui ai dit, on s'est engueulé, excusez-moi le mot, mais bien souvent, à cause des enfants, il savait très très bien où étaient nos problèmes, mais il voulait pas les voir non plus, lui, je crois. Parce que il était aussi dans un schéma avec son fils. C'est un fils qu'il avait eu assez tard, et il était dans un schéma. Son fils, c'était vraiment un dieu, quoi. C'était alors que moi, je suis pas je suis pas du tout comme ça avec mes enfants. Je reconnais leurs qualités, je reconnais également leurs défauts. Enfin, j'essaye en tout cas. Et
Oui, c'est compliqué de trouver sa place, comme vous dites, dans les familles recomposées, finalement de construire un lien d'amour avec, en même temps construire un lien avec les enfants. Et là, Catherine, vous nous parlez, hein, j'insiste bien, non pas du problème intrinsèquement du lien d'amour avec votre compagnon, vous parlez de conflits qui résultaient d'interactions hyper compliquées entre vous et vos beaux-enfants. Et de lui avec vos propres enfants. C'est ce qui complique, vous pensez, le travail de deuil de Catherine, là, c'est justement le fait que... Oui, moi, tel que je comprends votre situation, c'est que vous avez été forcée et contrainte d'interrompre une relation que vous ne vouliez pas interrompre, mais que les circonstances extérieures vous ont contraint à interrompre parce que il en allait de votre santé physique et peut-être psychique, parce que on ne peut pas, aucun être humain ne peut pendant 2 ans se taire, cumuler les frustrations, cumuler peut-être parfois les humiliations, et c'est intenable. Et on sait parfois que les beaux enfants, j'adore les enfants, mais parfois les beaux enfants peuvent être abominables avec les belles-mères. Hein. Et le père, là... il est dans un tel conflit de loyauté par rapport à ses enfants, tellement aussi dans la peur de perdre ses propres enfants s'il se dresse contre eux, que il est, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'aliénation parentale. Hein. Il a peur aussi que son ex mette son grain de sel. Enfin, vous avez été prise au piège d'une situation que des milliers et des milliers dans laquelle des milliers et des milliers de femmes sont prises. Et je voudrais donner une statistique. Pour vous désengager peut-être de l'enjeu personnel, mais on sait, alors ça fait terrible, hein, il y a un divorce, pour un premier mariage, il y a 50% de divorces. Pour un deuxième mariage, c'est entre 60 et 65%. Je pensais que ça tenait mieux, moi. D'échecs quand il y a des enfants. Voilà. D'accord. Le pire, c'est quand il y a des enfants adolescents. Vous voyez, donc pourquoi je vous donne ces statistiques-là, c'est parce que là, j'ai l'impression que Catherine, vous en faites une histoire personnelle, comme si c'était vous qui étiez dysfonctionnel dans cela. Non, il y a une configuration, il y a des lignes de force dans lesquelles vous avez été entraîné. Moi, je me remettais en cause beaucoup. De façon erronée, peut-être. Oui, mais à un moment, vous aviez votre santé aussi qui entre en ligne de compte. C'était une question de survie. Mais bon, peut-être qu'on en parlera. On fera une émission avec vous sur la famille recomposée. On en a plusieurs à faire. On en a à faire une sur l'infidélité, déjà, la famille recomposée. Il faut que j'écrive le bouquin. Vous aurez l'occasion de nous reparler. Il faut que le bouquin soit écrit. Dans ma tête, j'appelle ça la famille décomposée, moi, souvent. On en parlera peut-être. En tout cas, bon courage à vous et merci beaucoup d'avoir appelé, Catherine. Merci à vous. Merci. Est-ce que il arrive finalement que la personne quittée se remette plus vite et mieux que celui qui a pris la décision de la rupture? Est-ce que c'est fréquent, ça? C'est un peu paradoxal, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est fréquent, mais ça arrive. Et c'est étonnant, hein. Oui. C'est étonnant. Parce que, imaginez un cas de figure. Mettons un homme, par exemple. Un homme qui quitte son épouse pour une autre femme. Ok? Parfois, il ne prend pas le temps d'explorer pourquoi il l'a quittée. Il est emporté aussitôt dans son autre histoire d'amour et il ne prend pas le temps de comprendre en fait ce qui l'a mené à sortir de sa relation, et il peut être amené à reproduire les mêmes attitudes, mêmes comportements, mêmes bugs, mêmes erreurs dans l'autre relation. En revanche, la femme qui est quittée, elle va être presque contrainte à une réflexion sur qu'est-ce qui s'est passé. Elle est femme, donc elle a plus cette capacité, je trouve, à être dans cette réflexion-là. Et donc, comprenant plus les choses, décortiquant plus les choses, elle a peut-être un temps de réflexion, un temps de deuil de la relation qui entraîne quand même une maturation intérieure et qui peut faire en sorte que 2 ans après ou 3 ans après, elle dise à son compagnon, tu sais, notre rupture, même si c'est toi qui es parti, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, parce que ce que je vis maintenant et la personne que je suis devenue maintenant, à cause et grâce à cette rupture, au mal peut-être qui a été fait, qu'on s'est fait l'un l'autre, eh bien j'aime cette personne-là parce qu'elle est plus en raccord, plus raccord avec ses besoins, ses désirs et ses aspirations. Donc c'est vrai que parfois ce n'est paradoxalement pas la personne qui part qui à terme s'en sort le mieux. C'est étonnant. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'au-delà de l'épreuve, être quitté
peut nous apprendre des choses sur nous-mêmes. Ouais. Alors on va en parler, ça, parce que c'est important, ce temps de la reconstruction. Si on ne reste pas scotché dans la souffrance, bien sûr. C'est vraiment la condition. On vous appelle, je crois. On m'appelle. Vous avez des messages. Voilà, j'ai des WhatsApp qui m'arrivent. En fait, j'ai des commentaires. Des ex que vous avez quittés et qui demandent une explication à l'antenne, peut-être. Pour tout vous dire, j'ai des commentaires en direct de la personne que j'aime qui commente. D'accord. Tout ce que je suis en train de raconter. Écoutez, c'est bien. Ça va vous faire un petit sujet de débat en rentrant à la maison. Exactement. Il faut patienter un petit peu. On le libère d'ici une demi-heure. On a encore une demi-heure avec lui. Nous parlons ce soir sur Europe 1 du chagrin d'amour, de la douleur qui nous étreint à ce moment-là. Et maintenant, nous allons parler aussi de la reconstruction. Je vous demandais, juste avant cette pause musicale, Christophe Fauré, si le fait d'être quitté pouvait nous apprendre des choses sur nous-mêmes. Est-ce que ça pouvait nous aider à grandir, à tester notre capacité de résistance, à développer notre autonomie, bref, on peut s'améliorer. Vraiment. Ça a besoin d'être un petit peu accompagné aussi. Tout seul, on peut le faire, mais moi, je crois vraiment à la force de l'accompagnement amical, de la tendresse des gens. Oui. On a besoin, vraiment, on n'est pas ni le désert. On a besoin vraiment de la tendresse, de l'attention, de l'écoute des amis. Et d'ailleurs, dès qu'il y a des situations de rupture, je demande toujours aux gens, dès la première rencontre, qui sont vos alliés. Mais quand je dis vos alliés, c'est vraiment les gens qui vont vraiment être présents à vous sur la durée. Et qui ne vont pas être des personnes qui vont entretenir un pathos complètement inutile et des gens qui ne vont pas complètement casser du sucre sur la personne qui a été quittée ou qu'on a quitté. Oui, ça on a compris que ça n'aidait pas. Voilà. Oui. Mais vraiment, les alliés sont importants. Et si on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup d'alliés, je crois qu'il faut vraiment ne pas hésiter à appeler peut-être des gens qu'on n'a pas appelés depuis longtemps, disant j'ai besoin de ton écoute, là, j'ai besoin de toi, et ça peut relancer peut-être des amitiés qui battaient de l'aile ou qui étaient un petit peu fades, parce que vous savez, on fait un cadeau à l'autre aussi quand tu lui demandes aide-moi. On lui dit t'es important suffisamment à mes yeux pour que je te demande ton aide. Et il peut y avoir un retour de gratitude très touchant de la personne qu'on sollicite quand on est en souffrance. Oui, c'est très beau et très juste ce que vous dites. On a parfois un peu honte, on se dit qu'on va déranger, et il y a une dimension de cadeau faite à l'autre. On lui fait confiance réellement. On lui fait confiance, et en retour, la personne est tellement parfois contente, touchée de cette démarche-là, même si on était distant depuis quelque temps, que c'est parfois les gens les plus distants qui vont être les plus aidants. Curieusement. Justement, vous insistez sur l'importance de l'entourage amical, ça peut être familial, comme un peu, j'ai envie de dire, comme dans un deuil, on sait à quel point ces liens sont importants. Est-ce que on l'a pas abordé ça, et j'aimerais quand même qu'on en parle rapidement, c'est est-ce que ce qui se joue dans une rupture amoureuse, on peut le comparer à ce qui se passe dans un deuil, ou est-ce que c'est exagéré? Alors, écoutez, justement, mon premier livre que j'ai écrit, c'est Vivre le deuil jour le jour. Vraiment, oui, beaucoup d'auditeurs nous en parlent ce soir. Est-ce que ça les a énormément aidés? C'est fantastique, tant mieux. C'est vraiment la perte d'une personne par la mort. Ok. Et en fait, au fil des 2 années qui ont suivi, beaucoup de gens ont voulu utiliser ce livre pour faire le deuil de leur relation d'amour après une rupture. Et c'est pas la même chose du tout. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai écrit le livre Le couple brisé, de la rupture à la reconstruction de soi, parce que la dynamique est différente. Autant dans quand la mort nous sépare de la personne qu'on aime, il n'y a pas cette composante de colère, de violence, d'agressivité, de ressentiment qui existe dans la rupture, dans la séparation. Il n'y a pas cette composante. Donc déjà, fondamentalement, c'est différent. Il y a aussi le fait que la personne qui meurt, on ne la voit plus, elle disparaît de notre vie, même si on garde une présence symbolique. Alors que dans le divorce ou la séparation, on est parfois en contact étroit avec la personne. C'est très dur d'ailleurs de faire le deuil de quelqu'un de vivant. Par exemple, et quand on a des enfants, on est obligé de rester en lien. de se voir. Et donc il y a parfois une pérennisation, une continuité du ressentiment, de l'agressivité. Puis en plus, si on est dans les familles recomposées comme en parlait Catherine, on voit vraiment que c'est compliqué. Donc ce n'est pas la même dynamique. Il y a
un deuil, mais on ne peut pas le superposer à deuil d'une personne qu'on a perdue par la mort. Vous parlez de la colère. Est-ce que la colère, c'est une phase nécessaire? La colère, voire la haine vis-à-vis de l'autre. Est-ce qu'on a besoin d'en passer par là pour aller mieux? Je ne sais pas si c'est pour aller mieux, mais quand on prend la colère, quand on gratte la colère, il y a toujours en dessous la souffrance. Oui. Hein? Et donc, quand on est en colère par rapport à l'autre, la question qu'on doit se poser, c'est « Ok, je suis en colère. Cette colère peut m'amener à dire des choses ou avoir des attitudes très destructrices. Ok ? Si je regarde ce qui est derrière ma colère et que je me connecte avec l'authenticité, le vrai visage de ma colère, qui est en fait ma souffrance, là je peux devenir un petit peu plus intelligent et dire vraiment, parler vraiment du vrai lieu d'où émerge ma colère. Et c'est je souffre. Et je veux pas forcément et je te dis pourquoi je souffre, je t'explique pourquoi je souffre, alors que la colère parfois va amener des actes qui vont complètement empêcher le vrai dialogue de fond, la vraie compréhension de ce qui se joue pour moi. Et aussi par la colère, on peut bloquer le dialogue avec l'autre, qui n'a pas envie d'entendre la colère et qui ferme sa porte. Et ces explications dont on a besoin, on les a pas. Parce que justement, il y a trop de colère. En revanche, si on dit, ok, derrière ma colère, il y a une souffrance, et je voudrais te parler de ma souffrance, peut-être qu'on a plus de chances d'être entendu par l'autre, parce qu'on dit, voilà où j'en suis, moi, plutôt que t'agresser, je vais te dire où j'en suis moi. C'est tous les principes de ce qu'on appelle la communication non violente. Si au lieu de dire tu es comme si tu es méchant, on dit je suis en souffrance sur la base du comportement que tu as eu et voilà. Je te dis où j'en suis véritablement. Donc la colère, oui. Mais si elle doit être un marchepied pour contacter la souffrance. Une étape. Oui. Mais parfois, il vaut mieux la colère que l'abattement total. Voilà. Et aussi ça la colère, bien sûr. Je voulais mentionner ça. La colère, parfois, est un moyen de ne pas sombrer dans la dépression. Oui, parce que comment distinguer défensif contre la dépression, parfois. Ce qui relève du simple chagrin d'amour, entre guillemets, d'une tristesse plus préoccupante dans la dépression. Voilà. Fait qu'on doit s'inquiéter à un moment. C'est l'intensité des symptômes. Si vraiment il y a des troubles du sommeil majeurs, des troubles de l'appétit majeurs, perte d'envie complète, perte d'intérêt pour ce qui faisait plaisir auparavant, voire idées suicidaires, fatigue constante, difficulté de mémorisation, enfin tout le cortège de la dépression, quand vraiment ça dure. Il y a toujours une phase dépressive réactionnelle après la séparation. Même pour la personne qui a quitté, faut pas l'oublier. C'est important. Même pour la personne qui a quitté, parce que vraiment c'est une rupture de vie pour les deux. Mais évidemment plus intense pour la personne qui est quittée. Si ça dure dans le temps et si ces symptômes s'installent, ils ne vont pas être résolutifs spontanément. Et parfois solliciter une aide psychologique, voire éventuellement médicamenteuse, mais là je suis pas très pour, même si je suis psychiatre, je suis pas du tout un grand prescripteur. La réponse n'est pas dans le médicament. Le médicament, il vient aider à apaiser les symptômes pour rendre possible une réflexion et creuser les choses pour essayer d'émerger cette dépression-là. Prescrire un médicament antidépresseur alors qu'on est dans une rupture, sans qu'il y ait un travail d'élaboration derrière, ça n'a strictement aucun sens. Bonsoir Émilie. Oui, bonsoir. Bonsoir et merci beaucoup de votre patience parce qu'on me dit que ça fait longtemps que vous êtes en attente au standard. Bonsoir, donc merci Émilie. Et merci d'être là à cette heure tardive. C'est moi qui vous remercie donc de me prendre à l'antenne. Effectivement, donc moi je voulais un peu aussi témoigner de ce que je vis en ce moment. Oui. Donc je vais essayer d'être assez rapide. Oui, je vous remercie. J'ai vécu donc 6 ans avec une femme plus âgée que moi. Oui. Qui pour moi était et est sûrement toujours l'amour de ma vie. On s'est séparés il y a assez récemment, donc il y a 3 mois, parce que j'ai découvert donc qu'elle me trompait et elle est partie donc vivre avec un homme. Suite à ça, donc pour moi ça a été vraiment une souffrance terrible jusqu'à aujourd'hui. Un très très grand chamboulement, le sentiment d'avoir perdu la moitié de moi-même.
Je crois que j'avais jamais eu aussi peur de ma vie, en fait. Voilà. Mais alors, curieusement, on va dire, effectivement, au travers de cette souffrance, je me suis rendu compte que peut-être c'est une épreuve qui m'oblige pour une fois dans ma vie, à me connaître moi-même et à comprendre que finalement, il faudrait que je vive par moi-même parce que... C'était pas le cas ? C'était pas le cas. Oui, c'est vrai, c'était pas le cas. J'avais tout construit autour d'elle. C'est-à-dire que il me semblait être heureuse que lorsqu'elle était là. Je n'arrivais pas à apprécier les moments avec des amis ou avec ma famille si elle n'était pas là. Voilà. Donc, ce qui rend un peu plus difficile, je pense encore, le fait d'être sans elle. Et là, depuis votre séparation, vous avez pu vous réapproprier cette liberté de choisir votre chemin de vie ou pas ? Enfin, tout doucement, j'imagine que ça se fait tout doucement, voilà. mais est-ce que vous sentez les prémices de ça, d'une réappropriation de votre vie ? Tout à fait. Alors justement, je ne pensais pas le faire aussi vite, puisque ça fait 3 mois. C'est vrai que voilà. Mais c'est vrai que je ressens tous les jours une souffrance qui parfois même est assez intolérable. Je suis passée par des épisodes où j'ai même eu des idées suicidaires. Mais bon, il faut dire aussi que je suis suivie par un psychiatre depuis quelques années, donc ce qui m'aide beaucoup. Mais justement, j'ai curieusement, et j'ai eu une très bonne surprise, je commence un tout petit peu à me réapproprier, à comprendre que peut-être je peux avoir des ressources en moi, à découvrir ces ressources en moi, notamment par la musique. Par la musique. Par la musique. Musique. Voilà, donc j'ai repris la pratique du violoncelle depuis un mois. Voilà, et j'ai découvert que ça m'apaisait, ça m'appartenait. Oui, c'est quelque chose qui vous appartient en propre. Dites-moi, la musique, c'est rentré dans votre vie à un moment donné. C'était un moment important dans votre vie quand la musique est entrée dans votre vie ? Oui. Parce que des fois, il y a des correspondances. Vous savez, le fait de reprendre l'instrument peut nous reconnecter à un moment de notre vie où on était particulièrement bien ou fort ou construit. Et en fait, vous reconnecter à la musique, c'est peut-être une autre façon de vous reconnecter avec des moments forts ou autonomes de vous-même. Oui, c'est vrai que la musique a toujours en fait été très importante pour moi. J'en ai toujours beaucoup écouté, mais j'avais laissé de côté la pratique en tout cas. Et pourquoi ça alors ? Et parce que la vie, on va dire, a fait que j'avais plus le temps, je prenais pas le temps, et puis parce que en fait, je me suis effectivement consacrée à ma compagne. Vous étiez en fusion avec elle. Ouais. On voit bien dans votre témoignage, Émilie, ce dont vous nous parliez, Christophe, c'est-à-dire parfois à quel point ça renvoie à nos failles, la rupture, c'est-à-dire où vous disiez, Émilie, vous n'arriviez plus à vous définir en dehors d'elle, et petit à petit, vous êtes en train de le faire et de retrouver ce qui vous appartient en propre, notamment la musique, et quand même c'est votre moyen d'expression, c'est pas n'importe quel moyen là que vous avez choisi. Et oui, et vous savez, Émilie, pour votre prochaine compagne que vous allez rencontrer très 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 bientôt, ça va être enrichi de cette souffrance qui est la vôtre actuellement, parce que j'imagine que, ayant conscientisé tout cela, vous n'allez pas reproduire ces schémas fusionnels d'oubli de vous-même, d'abandon de ce qui vous nourrit comme la musique, et comme dit Nietzsche, alors je suis nul pour les citations, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Nous rend plus fort, voilà, ça vous a pas tué, voilà, et ça vous rend plus forte manifestement, pour pouvoir offrir à votre nouvelle compagne quelque chose qui sera peut-être beaucoup plus mature, parce que peut-être dans le truc fusionnel, il y avait peut-être, là vous avez peut-être travaillé ça avec votre psy, mais les mêmes demandes qu'on avait avec le témoignage de Mathieu tout à l'heure, qui se sentait, ou sa compagne reproduisait un truc d'enfance qui était complètement inapproprié dans son couple. Peut-être que inconsciemment il y avait des choses de vous, de la petite fille du passé qui seraient activées avec votre compagne, et là c'est peut-être ça aussi qui a fait que ça n'a pas marché. Peut-être, et sûrement d'ailleurs. C'est vrai que ça je le travaille. Elle était beaucoup plus âgée que vous, elle avait 20 ans de plus, je vois, cette femme. Voilà. Là on peut imaginer quelque 30, chose 50, un peu maternel. Enfin, super. Je suis pas. Il y a que vous qui pouvez nous le dire, mais c'est là vraiment votre prochaine compagne. Elle a de la chance parce que vous allez être plus mature, plus ancré avec vous-même et plus libre. Vous savez, la liberté fondamentale, l'autodétermination à choisir son destin, c'est hyper
super important. Et elle va peut-être vous aider à cela, votre compagne, par cette rupture. Mais tout à fait, j'ai même le sentiment que je vais accoucher de moi-même. Ça, c'est quelque chose qui est dans ma tête depuis quelque temps. Bon, on va vous quitter sur ces paroles et vous souhaiter tout le bonheur possible. Vous le faites, promettez-nous que vraiment vous allez au bout de la démarche. Oui, je vous promets. Je vous remercie. Merci beaucoup, Émilie. Au revoir. Merci, au revoir. Vous dites finalement, à travers cette épreuve, on peut davantage se connaître et donc peut-être mieux aimer. C'est Lacan qui disait avoir un amour plus digne, en tout cas dans ce sens, débarrassé de ses illusions. Oui. Oui, plus mature, comme je disais tout à l'heure. C'est vrai que toutes les personnes qu'on rencontre au fil de notre vie, qu'on aime et qu'on peut-être cesse d'aimer ou qui nous quittent ou que l'on quitte, je crois que ça nous construit. Donc il y a le chemin affectif et puis il y a le chemin de vie global et ce qu'on est en tant que personne. Notre vie affective, c'est qu'une facette du diamant que l'on est. Il y a plein d'autres facettes. Mais si une facette d'un diamant est crayonné en noir, toutes les autres facettes vont être influencées. Donc vraiment, travailler à la facette relation affective et tout va clairement avoir une incidence sur plein d'autres aspects de notre vie. Et si cette facette-là mûrit, c'est évident que d'autres facettes de nous vont mûrir, même dans des dimensions très profondes et spirituelles. Je vous propose qu'on accueille Michael ensemble. Bonsoir Michael. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Christophe. Oui, bonsoir. Alors vous faites également une thérapie suite à une rupture. Vous êtes entré en thérapie parce que vous étiez très mal. Vous avez commencé cette thérapie à partir du moment où vous avez rompu, ou vous avez été quitté, pardon. Oui, tout à fait. J'ai été. En fait, il m'a quitté à une mauvaise période. En fait, En fait, Christophe en a parlé juste avant. C'est que moi j'ai eu une double rupture en fait. Ouais. C'est-à-dire ma mère est partie. Oui. Enfin, est morte. Elle est décédée. Oui. Et c'est à ce moment-là en fait qu'il a décidé de me quitter. Okay. Oui. Donc c'est violent. Donc ça a été assez violent. La double peine. Quoi. Voilà. Donc ça a été assez violent psychologiquement. Oui. Donc je suis rentrée en thérapie. Enfin, je suis re-rentrée en thérapie. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais en fait moi je téléphonais surtout pour savoir comment je pourrais, parce que ça fait 9 ans en fait que cette personne m'a quittée. D'accord. Et votre maman est décédée il y a 9 ans donc ma mère est décédée il y a une dizaine d'années. D'accord, oui. Ok. Oui, mais vous appeliez pour savoir, parce que effectivement, vous êtes de nouveau avec quelqu'un depuis 5 mois, oui. et comment vous projetez dans cette histoire sereinement. Vous avez un peu peur de l'avenir, c'est ça ? Voilà, exactement. Oui. J'ai beaucoup peur de l'avenir parce oui. que je me suis rendu compte que j'ai beaucoup reproduit, comme disait Mathieu, avec sa compagne. Son épouse, oui. Oui, son ex-épouse. J'ai beaucoup reproduit le schéma papa-maman. Oui. Et j'ai beaucoup travaillé ça lors de ma thérapie et je voulais savoir comment je pourrais faire pour faire partir cette angoisse en fait. C'est l'angoisse de quoi, Caroline ? Parce que vous pouvez me préciser moi ça va. Enfin on pourra en parler, mais peut-être je vais attendre 1 heure. C'est Michael qui est avec nous. Ils disent c'est une angoisse de quoi, Caroline ? Bon, vous savez, alors là, on peut faire toute la nuit, hein. D'accord, okay, d'accord. Bon, alors voilà. Non, alors oui, Michael, plus sérieusement, c'est une angoisse de quoi, vous demande Christophe ? Donc, en fait, cette angoisse, je sais pas vraiment d'où elle vient. Enfin, si, j'ai peur de... Comme en fait, mon ex m'a quittée, en fait, j'ai peur en fait que cette personne me quitte à nouveau en fait. Ok, on est là, voilà. Ouais, d'accord. Caroline, c'est bien Caroline, on parle bien à Caroline là. Mais non, Michael. On parle à Michael, Christophe. Qu'est-ce qui vous arrive ? Mais pourquoi ? Mais vraiment n'importe quoi. C'est Michael. Mais peut-être oui. Bonjour Michael. C'est difficile de se projeter dans l'avenir. Excusez-moi, bonjour Michael. Non, c'est Michael qui est. Michael le. J'aurais dû insister sur le. C'est ça qui vous a perturbé. Vous savez, il est minuit 48 quand même. Mais voilà, mais on vous excuse, vous êtes tout pardonné. C'est pas normalement vous dormez à cette heure-ci depuis un moment. J'ai complètement oublié ce que je voulais vous dire. Michael, qui donc, comme elle vous le disait, a été quitté il y a maintenant 9 ans. Voilà. Et puis,
aujourd'hui est de nouveau avec un homme depuis 5 mois et vous avez envie, Michael, que cette relation réussisse, mais vous avez très peur de l'avenir et peur que l'abandon se recommence. J'ai retrouvé mon idée. Michael, donc, quand on parle de peur, j'ai peur que l'histoire se reproduise. En fait, vous changez le mot peur et vous mettez le mot je crois que. En fait, on parle d'une croyance. Je crois que j'ai la croyance que l'histoire va se reproduire. C'est différent de la peur, En fait, j'ai peur qu'il parte à nouveau. En fait, c'est que je crois, j'ai en moi la croyance que je suis quelqu'un qu'on quitte. Mais je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais quand on a parfois des croyances comme ça terriblement ancrées en nous, malheureusement, on peut faire en sorte qu'elle se vérifie dans la. Donc c'est important, c'est ce que Michael pose dans cette question, de ne pas tomber dans une répétition. Justement, la croyance, Michael, et c'est indispensable de l'examiner. Une croyance, c'est fait pour être réexaminée dans sa pertinence. Parce qu'il y a parfois des croyances qui sont pertinentes, mais des croyances qui ne sont pas du tout pertinentes et qui limitent nos comportements. Vous savez, pendant des siècles, on a cru que la Terre était plate. Et le fait que cette soit plate, les navigateurs avaient des comportements très limités parce qu'ils s'éloignaient pas de la côte. Or, on a découvert que cette croyance qui était pas examinée, donc était une vérité en fait pour tout le monde, était fausse. Et en fait, la Terre était ronde. Et sortant de la croyance erronée, réinterrogeant la croyance et se rendant compte qu'elle était fausse, a permis aux explorateurs d'aller au-delà des limites, donc de changer les comportements. Donc, si vous avez la croyance que vous allez à nouveau être quitté, je vous invite fortement, peut-être avec une aide psy, peut-être, de réexaminer la pertinence de ça. Ça a été valable au moment où ça s'est passé il y a 9 ans avec cet homme spécifique, dans cette relation spécifique, mais est-ce que je dois pour autant généraliser et en faire une croyance, une vérité fondamentale pour l'ensemble des relations d'amour que je vais vivre à nouveau? Et là, vous verrez que en examinant la croyance et en lui faisant la peau, vous allez réduire la peur et donner sa vraie chance à la relation du présent. Parce que votre croyance erronée, limitante, issue du passé, ne donne pas sa chance à la relation du présent. Le passé entache votre présent et vous voyez que le passé et vous voyez pas votre compagnon du présent. Et justement, quelles sont les conditions qui favorisent la réussite d'une nouvelle relation pour que, justement, vous en parlez, essayer de se débarrasser de nos croyances, mais pour que retomber amoureux, c'est pas toujours un signe de guérison, on l'a vu, vous nous l'avez dit, ça peut être une façon au contraire de une fuite en avant. Bon, mais pour donner toutes les chances, comme le dit Michael, se débarrasser de ses croyances, est-ce qu'il y a d'autres conditions qui sont nécessaires, être libéré justement de la colère, de l'amertume, de tous ces sentiments Exactement. Il y a peut-être aussi autour de cette croyance toute une constellation émotionnelle qui n'a peut-être pas été réglée ou travaillée. Vous savez, c'est pas par hasard que le décès de votre maman est survenu 1 an avant la rupture. Et donc vous étiez en plein processus de deuil. Ça veut dire qu'il y avait dans le processus de deuil, il y a tout un cortège d'émotions qui n'ont peut-être pas pu être exprimées ou vécues véritablement parce qu'il y avait un deuxième traumatisme qui est survenu, qui est celui de la rupture et qui a peut-être, figé des émotions du deuil de votre maman. Et c'est peut-être ces émotions figées qui auraient besoin d'être revisitées et donc pas forcément revisiter la rupture du passé, mais revisiter tout le vécu émotionnel engendré par la perte de votre maman. Et c'est là où encore à nouveau, encore et encore, on voit combien le passé qui n'est pas lié à la rupture la rupture d'autrefois, mais au décès de votre maman, conditionne votre présent. Donc une piste, ce serait, au-delà de la croyance à réexaminer, c'est de regarder peut-être, vous replonger peut-être dans ce qui n'a pas été émotionnellement exprimé, de l'ordre de la peine ou de la culpabilité ou je ne sais pas quoi, autour de la perte de votre maman. Oui, mais bon, la perte de ma mère, c'était une perte brutale, vous voyez ce que je veux dire. Donc, brutale, c'est-à-dire j'étais un peu dans le déni. Ok. Vous voyez,
plein de trucs bloqués. Donc justement, et ça voudrait vraiment le coup d'explorer. Mais oui, bien d'autant sûr. Plus, peut-être retravailler, et peut-être que du coup, vous aurez moins peur de l'abandon, de ce que vous avez ressenti. Soyez dans le présent et vous allez voir. Oui, merci beaucoup Caroline, merci Christophe. Merci Mickaël. Bonne soirée. Oh là là, j'ai confondu Caroline et Mickaël, oh mon Dieu. C'est pas très grave, c'est l'heure tardive aussi, hein. C'est normal que vous commenciez à être un peu fatigué. Allez, encore le temps d'accueillir Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Caroline, je vous écoute souvent. Merci. Bonsoir Christophe. Bonsoir Nathalie. Alors, moi je vous appelle parce que j'ai pris votre émission en cours. Oui. Et j'ai réagi à une phrase qui a été dite par Christophe, c'est que en fait, on pourrait presque dire, on pourrait dire merci à la personne qui nous a quittés parce qu'elle nous a permis de nous reconstruire. Et en fait, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Ce que vous avez vécu. Oui, parce que j'ai été mariée 17 ans. Mon ex-mari est parti du jour au lendemain. Et j'ai été évidemment complètement dévastée au départ. Mais je me suis rendu compte au fil des années que finalement, je m'étais beaucoup effacée devant lui. Que j'avais pas été moi, en fait. Que j'étais complètement dépendante de ce qu'il pensait, de ce qu'il faisait, etc. Et je me suis révélée complètement après. Et franchement, je pourrais lui dire merci. Voilà. Donc, Nathalie, est-ce que on ne demande pas ça à une dame, mais quel âge avez-vous? Eh bien, ça fait longtemps. C'est pour ça que je peux en parler, parce que j'ai du recul. J'ai 61 ans. D'accord. Et ça s'est passé quand, la rupture? Et ça s'est passé il y a 25 ans. D'accord. Alors, oui, donc vous avez eu le temps vraiment de mûrir profondément. J'ai eu comme une autre dame, une autre des personnes qui vous a téléphoné. J'ai eu aussi une maladie dont j'aurais pu mourir, qui m'a aussi renforcée dans cette idée qu'il fallait vraiment vivre pour soi. Voilà. Que c'était absolument important, sans pour ça négliger l'autre. Et donc, j'ai un compagnon, je ne le néglige pas non plus, mais je ne referai jamais les mêmes erreurs. Oui, c'est important, ça vous a aidé vraiment à être plus mature dans vos choix. J'ai vraiment eu l'impression de naître vraiment, parce que je me suis mariée très jeune et en fait, à la fin de j'ai eu quand même des problèmes comme vous dites, de souffrance, colère d'abord, et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est la souffrance qui est derrière. Oui, on est en colère, mais il suffit de voir un couple qui s'embrasse et la souffrance revient aussitôt. Bon, et moi franchement, je me trouve très bien maintenant par rapport à ce que j'ai eu à ce moment-là, quoi. Je pourrais lui dire merci. Et dans votre nouveau couple aujourd'hui, vous avez le sentiment de mieux aimer, j'ai le sentiment de mieux aimer parce que je suis moi. Et l'autre personne m'accepte comme moi. Ouais. C'est-à-dire que j'ai c'est merveilleux d'être aimé pour comme soi. Je veux, et on a un accord commun qui fait que je ne suis pas dépendante de lui au point de ne pas m'affirmer du tout. Voilà. Oui, c'est l'absence de fusion dont on parlait tout à l'heure. Oui, hein. oui. C'est vraiment de défusionner. Oui. On en parlait avec Émilie et sa compagne. On est très heureux comme ça, mais chacun avec notre manière un petit peu de faire, de voir les choses, mais ça fonctionne très bien comme ça. On ne s'efface pas l'un devant l'autre, si vous voulez. Oui. Voilà. Et moi, je dois ça, en fait, et je ne l'aurais pas dit certainement à ce moment-là, à mon divorce. Oui, vous pouvez lui dire merci aujourd'hui. Oui, je pourrais. Il vous a permis d'advenir ce que vous êtes vraiment, ce que vous étiez profondément. Je me suis découverte, tout à fait. Mais je crois qu'on a tous ce potentiel-là, hein, vraiment. Mais après, on le contacte en soi ou pas. Hein, c'est une autre histoire. Mais qu'on a vraiment ce potentiel de résilience avec ces preuves de vie. Là, c'est vrai qu'on est dévasté, pas quand on est quitté par la personne qu'on aime, mais vraiment, si on se donne des bons alliés et des bonnes conditions autour, on se rend compte que très 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 souvent, c'est étonnant, il y a vraiment un potentiel de croissance qui est caché derrière. Et qu'il y a d'autres... qui rejaillit sur tout, parce que même dans la maladie, cette nouvelle personne que j'étais devenue, ça m'a aussi beaucoup aidé à lutter contre la maladie. Ça vous a peut-être sauvé en fait, hein? Comment ? Ça vous a peut-être sauvé, ça. Je ne sais pas, mais ça m'a donné une force que je ne suis pas sûre d'avoir eu, que je l'aurais eu plus tôt, si vous voulez. Eh bien. Bon. Moi, je suis optimiste maintenant. Voilà. Mais écoutez, c'est agréable de terminer cette émission avec vous. Hein, voilà, c'est comme quoi on peut se reconstruire après ce qui est une épreuve. Hein, oui, c'est tout à fait une épreuve et ça, je ne vais pas le nier. J'ai vraiment eu très très mal à cette époque-là. Oui, très très mal. Merci beaucoup, Nathalie, d'avoir témoigné de votre nouvelle vie et de votre reconstruction avec nous. Merci. Merci et merci à votre émission.
Merci beaucoup. Christophe, au revoir. Je reçois un petit message de Brigitte, mon cher Christophe, qui dit que tous les deux, nous formons un couple, entre guillemets, fort agréable. Alors elle dit vivement la prochaine émission. Voilà, donc vous êtes obligé de revenir. Vous m'avez fait une promesse. Voilà, hein, oui. donc pour deux émissions, voilà, puisque vous êtes l'auteur de Est-ce que tu m'aimes encore, paru aux éditions Albin Michel, un livre sur l'infidélité. Oui, donc je vous propose se reconstruire. C'est plus la reconstruction après l'infidélité. Oui, c'est pas se reconstruire que sur l'infidélité en tant que telle. Bon, et vous êtes en train d'en écrire un sur les familles recomposées. Oui, mon Dieu, c'est douloureux, c'est difficile, mais bon, on en reparlera en temps voulu. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à une heure tardive nous parler du chagrin d'amour, de la rupture, de comment se reconstruire. Il y a le couple brisé qui en parle très bien. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir Christophe, à bientôt. Merci à vous tous d'avoir témoigné. Il est maintenant 1h sur Europe 1. C'est l'heure de retrouver Laurence Gontier pour les informations. Bonsoir Laurence. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous.